à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée à la déontologie des avocats. 2023, nouvelle édition du Code de déontologie des avocats qui traite des principes essentiels de la profession d'avocat et notamment en son titre 3 des devoirs envers les confrères et en son titre 5 des conditions d'exercice de la profession. Mais les incivilités persistent et nombreux sont les avocats qui continuent de se plaindre et qui saisissent les conseils de l'ordre sur ce sujet. Plusieurs actions ont été menées et continuent d'être menées pour faire évoluer la profession et notamment sa déontologie. Et à ce titre, je suis ravie d'accueillir et pour répondre à mes questions, Maître Thomas Baudesson. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Clifford Chance Paris. Vous êtes ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris et vous êtes co-directeur de la Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires chez LexisNexis. Sur Bonjour. le constat, tout d'abord, beaucoup d'avocats se plaignent de l'augmentation du nombre d'incidents déontologiques. Comment expliquez-vous cette évolution? Alors, j'y vois trois raisons principales. La première est de nature structurelle. Lorsque j'ai prêté serment, il y a un certain temps aujourd'hui, nous étions 8000 avocats en France, c'était avant la fusion avec les conseils juridiques. Aujourd'hui, nous sommes 75 000. C'est une véritable explosion qui s'est produite, hein. L'augmentation n'est pas exponentielle, elle est linéaire. On a toujours à peu près le même nombre d'avocats, le même contingent d'avocats qui arrivent sur le marché tous les ans, mais le nombre est beaucoup plus important qu'il ne l'a été. Il n'est pas trop important, je ne pense pas qu'il soit trop important. On constate en France qu'il y a un ratio d'avocats par habitant qui est l'un des plus faibles en Europe. Donc je ne pense pas qu'il faille voir un nombre trop important d'avocats, mais en tout cas, il y a une explosion du nombre d'avocats. Structurel, pourquoi? Parce que le mode d'exercice est encore très individuel. Alors, il faut savoir, et ça peu de gens le savent, que jusqu'au milieu des années 50, en France, deux avocats n'avaient pas le droit de s'associer entre eux. Ce qui fait que si on veut caricaturer un peu, on peut considérer que le business model des avocats jusqu'à cette période était un business model de cordonnier, un business model artisanal. Alors, ça n'a rien de mal, hein, l'exercice individuel, mais c'est quelque chose qui est très fort dans l'ADN des avocats, qui est cultivé, hein. Il y a toujours cette idée d'association individuelle. Or, aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus compliquées. L'avocat est un homme orchestre, il est avocat, il est assistante, il est réceptionniste, il est coursier, il est Il est communicant. comptable. Il a trop de choses à faire. Et en plus, à cela s'ajoute une réglementation de plus en plus complexe, avec des décrets Magendie qui obligent les avocats à être tout le temps de plus en plus vigilants sur les délais. La conséquence de tout ça, c'est que ces avocats qui sont débordés sont systématiquement en retard. Donc on a un taux de renvoi des dossiers avec des conclusions systématiquement adressées la veille de l'audience qui est anormal. Et il est anormal, mais il est favorisé finalement par cette façon d'exercer qui s'apparente un petit peu, vous savez, au cirque, on a ce jongleur qui fait tourner les assiettes au-dessus d'une tige et une fois qu'il a terminé à côté, il y a l'assiette qui est prête à tomber et il court à gauche alors que celle qui vient de lâcher va bientôt tomber. C'est un petit peu le mode d'exercice d'aujourd'hui. Alors, ces incivilités dont vous avez parlé, elles sont favorisées par ce mode d'exercice. Ce mode d'exercice de l'avocat débordé qui ne peut plus respecter les calendriers. Deuxième raison, je vous ai dit trois raisons. La deuxième raison est de nature sociologique. Le barreau est un peu à l'image de la société, avec un développement des incivilités au quotidien, peut-être favorisé par un ensemble de choses, un moindre respect de l'autorité, de l'ordre. Les réseaux sociaux, par ailleurs, favorisent également une communication de l'immédiateté, un peu débridée, agressive. Et on retrouve donc un contexte très agressif dans les relations entre avocats. Lorsque j'étais à l'école du barreau, il y avait un grand maître que les plus anciens connaissent, Jean-Claude Vogue, qui se plaisait à dire que les principes de la profession, les principes essentiels, qui sont très nombreux, hein, peut-être trop nombreux d'ailleurs, étaient comparables aux principes de la chevalerie moderne. Et je dois dire que j'étais assez fier de dire que je rejoignais une profession de chevalier. L'avocat, on me disait aussi lorsque j'étais à l'école du barreau que c'était un auxiliaire de justice. Eh bien, figurez-vous aujourd'hui que vous avez sans doute un avocat sur deux qui rejette ce vocable, considérant qu'il n'est l'auxiliaire de personne.
Et ça a une influence sur les relations avocat-magistrat. Vous avez évoqué tout à l'heure le code de déontologie, enfin, vous avez peut-être parlé, je ne me souviens plus de ce code de déontologie, mais le code de déontologie des avocats ne prévoit quasiment aucune disposition sur les relations entre avocats et magistrats. Et puis, j'ai indiqué une troisième raison qui est de nature pédagogique, celle-là. Encore une fois, lorsque j'ai prêté serment, les avocats, et ça c'est un des fondements de la formation, ce mode artisanal finalement repose sur ce modèle maître-apprenti. Et quel est le propre de ce modèle? C'est l'apprentissage. Donc on apprend un métier au contact de quelqu'un qui connaît le métier. Depuis maintenant une vingtaine d'années, ce stage a été supprimé. À l'époque où il a été supprimé, il y avait sans doute de bonnes raisons pour le supprimer à l'époque, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des avocats qui sont lâchés dans la nature à peine après avoir prêté serment. J'assistais l'année dernière à un module de formation intitulé L'installation après le EFB, pourquoi pas? Et là, j'ai été surpris de voir qu'il y avait des jeunes étudiants que l'on interrogeait. On leur posait la question: pourquoi voulez-vous vous installer immédiatement après l'école du barreau? La réponse était: je veux pas être collab. Voilà la réponse qui est donnée donc d'un jeune qui n'a pas envie finalement d'avoir un patron, il n'a pas envie d'apprendre son métier, et ça va créer un certain nombre d'incivilités. Voilà, quelles sont à mon sens les raisons. Donc les ordres sont particulièrement débordés. Quelle solution préconisez-vous justement pour endiguer cette évolution? Alors le problème des ordres, et notamment celui auquel j'appartiens, le barreau de Paris, dont j'ai été membre du Conseil de l'ordre, comme vous l'avez rappelé, c'est qu'il y a un problème d'effectifs. Il y a de plus en plus de demandes d'avis, de réclamations de confrères. À peu près 5000 incidents ou avis déontologiques sont rendus chaque année, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et il faudrait faire davantage encore. Alors comment faire? C'est assez compliqué. Quelles sont les solutions? J'en vois deux, principalement. La première, ça serait faciliter. Je vous ai indiqué que le mode d'exercice était encore très individuel. 42% des avocats, en tout cas à Paris, exercent de manière individuelle. Alors, il ne s'agit pas de jeter ce modèle-là, loin de là, mais en tout cas faciliter le regroupement des avocats. On n'est jamais plus fort à plusieurs que seul. Ça permet des économies d'échelle, ça permet de se spécialiser, ça permet une fluidité du travail, ça permet des économies d'échelle. Et donc, ce rapprochement, il faut le favoriser. Il faut sortir du modèle artisanal pour favoriser l'association. Pourquoi les cabinets les plus grands, les plus importants, ne sont pas français dans le monde? Eh bien, c'est parce qu'on a interdit jusqu'au milieu des années 50 aux avocats français de s'associer, parce que c'était ainsi. Et donc, on s'aperçoit que lorsqu'on est plus nombreux, on est plus fort. Il faut favoriser ce modèle et l'encourager dès l'école du barreau. Par ailleurs, il me semble que dans un contexte où les jeunes ne peuvent ne pas faire de stage, eh bien, il faut définir des règles simples et les enseigner dès l'EFB et les faire respecter ensuite. Ces règles, aujourd'hui, elles sont un peu floues. On a vu tout à l'heure les principes essentiels, 17 ou 18 principes essentiels, lorsque dans d'autres codes de déontologie dans d'autres pays, on en a 3 ou 4. Les principes fondamentaux, c'est l'indépendance, la probité, la loyauté. Tous ces principes qui sont dédictés sont tous importants. Évidemment, ça va de soi. Mais je pense qu'il faut se recentrer sur des règles qui sont véritablement essentielles. Donc, définir des règles, mais également libérer un contingent de personnes. On manque de monde à l'ordre. Alors, moi, j'ai constaté, lorsque j'étais à l'ordre, qu'il y avait, en tout cas à l'époque, il y avait 34 personnes qui s'occupaient du règlement des litiges. Il faut savoir qu'en France, on est un des rares pays, si ce n'est le seul encore, je crois, en partie avec la Belgique, dans lequel le contentieux de l'honoraire n'est pas réglé par des juridictions ordinaires, mais par des avocats eux-mêmes. Sachant qu'en appel, on retourne devant les juridictions ordinaires. Donc on peut s'interroger sur la raison de ce modèle. Surtout lorsqu'il mobilise 34 personnes qui sont rémunérées par l'ordre.
on peut se poser la question de savoir d'abord si on ne pourrait pas libérer un certain nombre de ces personnes, mettre en place, comme l'a suggéré d'ailleurs le bâtonnier désigné pendant sa campagne, l'injonction de payer pour éviter d'avoir trop de contentieux d'honoraires. Bref, libérer du monde pour rendre des avis déontologiques. Alors justement, dans cette optique, vous souhaitez réunir différentes professions du droit sur le sujet de la promotion de l'éthique au sein de la profession d'avocat, mais aussi au sein de la profession de juriste d'entreprise. Oui, alors ça part d'un constat qui est que de plus en plus aujourd'hui, l'avocat souffre d'un déficit de crédibilité. Et le juriste d'entreprise, qui est un petit peu dans la même galère, hein, puisque les juristes d'entreprise revendiquent avec difficulté une confidentialité de leurs avis juridiques, on hésite à leur donner, on se pose la question de savoir s'ils ne vont pas utiliser cette confidentialité à des fins peu louables. Il faut s'attaquer à ce problème de crédibilité et ça passe par la définition de règles claires, simples, communément acceptées. Et pour cela, ce que je préconise, c'est de mettre autour de la même table des avocats, des juristes d'entreprise, des magistrats, des universitaires spécialistes de la matière pour essayer de se mettre d'accord sur un référentiel déontologique et ensuite s'appliquer à le faire accepter. L'objectif, c'est de créer un choc éthique et c'est le nom de l'association que je vais lancer à l'automne. Le choc éthique, l'objectif est de créer un observatoire visant à la promotion de l'éthique au sein de la profession d'avocat et de juriste d'entreprise en France. L'idée, donc, c'est de pouvoir auditer peut-être ce qui se passe aussi en France, mais aussi peut-être à l'étranger, de diffuser, d'enseigner. Quels sont les différents vecteurs que vous envisagez? Ah, vous savez, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Il y a une association qui s'appelle le CCBE, le Conseil des barreaux européens, dont le siège est à Bruxelles, qui est une association qui a été créée au lendemain du traité de Rome pour servir d'interlocuteur à la Commission européenne. Ce Conseil des barreaux européens, il a édicté un certain nombre de règles, de principes essentiels et un modèle de code auquel d'ailleurs j'ai contribué, hein, j'ai participé à ces travaux. C'est tout à fait intéressant parce que c'est un travail de consensus. On a mis autour de la table des avocats européens qui se sont mis d'accord sur des règles qui, franchement, sont excellentes. Et le barreau de Paris a approuvé ces règles. Le barreau de Paris, dans ses règles, a indiqué que le règlement intérieur du barreau de Paris et règlement intérieur national du Conseil national des barreaux, hein, qui est l'instance régulatrice en France, eh bien, les règles françaises doivent converger vers ces règles. Accélérons cette convergence et essayons de faire en sorte, en s'inspirant par ailleurs des meilleurs standards qui peuvent exister dans d'autres pays, pour essayer de rehausser les standards éthiques et contribuer ainsi à ce que la profession d'avocat soit une profession crédible et respectée. Thomas Baudesson, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fiches pratiques et des articles dédiés à ce sujet sur notre solution Lexis+. Et je vous remercie pour votre attention.